C'est l'heure du sonneur. Alors, vendredi dernier, vers 20h15 en Russie, à Krasnogorsk. Krasnogorsk, c'est une banlieue de la capitale russe, de Moscou, qui s'était opérée une attaque terroriste d'une ampleur non égalée sur le sol européen. Des hommes armés d'armes automatiques ont attaqué la population se trouvant dans une salle de concert, la salle du Crocus City Hall. Il faut savoir que c'est une salle qui est intégrée dans un grand centre commercial, comme ils font souvent en Russie. Les assaillants ont ensuite mis feu à la salle. Le bilan humain est absolument terrible. 137 victimes décédées, 180 blessés, dont certains dont la vie est entre la vie et la mort. Samedi, donc le lendemain, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé un acte terroriste barbare. Il a déclaré un jour de deuil national pour le lendemain. Il a assuré que ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis et qu'ils n'auront pas un destin enviable. Intéressant d'ailleurs, il a dit ceux qui sont derrière ces terroristes. Le Kremlin avait annoncé plutôt l'arrestation de 11 personnes, dont 4 terroristes impliqués dans l'attentat. Ces 4 auteurs présumés de l'attaque, tous des citoyens étrangers, précise-t-il, ont été arrêtés dans la région de Bryansk, donc la région frontalière de l'Ukraine et du Bélarus, selon les autorités. Et alors là, le deuil n'était pas passé, que les accusations de responsabilité fusaient déjà de part et d'autre. Alors évidemment, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque. Malgré tout, le Kremlin soutient que ces assaillants ont un lien avec l'Ukraine. Le FSB a affirmé que les suspects avaient des contacts appropriés du côté ukrainien et comptaient fuir vers ce pays. De son côté, le président ukrainien accuse la Russie de rejeter la faute sur l'Ukraine. Je le cite, « Ce qui s'est passé hier à Moscou est évident. Poutine et les autres salauds essaient juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. » Voilà les paroles de Volodymyr Zelensky. Dimanche, donc le lendemain encore, le gouvernement américain a affirmé qu'il n'y avait aucune implication ukrainienne dans l'attentat perpétré dans cette salle de concert, qu'il n'y a aucune preuve selon laquelle l'Ukraine est impliquée dans le massacre et l'État islamique est responsable, a bien rétorqué la vice-présidente américaine Kamala Harris. Enfin, pour finir, sur les plateaux télévisés français, on a entendu toutes sortes de sous-entendus, parfois grossiers, il faut le dire, pour expliquer que si ce n'était pas une volonté, au moins c'était une belle opportunité pour Vladimir Poutine, cet attentat. Je vous propose d'écouter par exemple le député européen Bernard Guetta sur LCI, député Renew Europe, donc le parti d'Emmanuel Macron. Écoutez-le. Vous savez, quand un pays est en guerre, on peut citer le fameux adage anglais « right or wrong, my country ». C'est-à-dire que mon pays soit, comment le traduire ? Et raison ou tort, c'est mon pays. Et raison ou tort, c'est mon pays. C'est un réflexe absolument naturel. Et là, dans le conflit avec l'Ukraine, quoi que pensent les gens, oui, ce réflexe joue forcément. Et face à un attentat, surtout s'il est mis sur le dos des Ukrainiens, on ne sait pas encore, mais si ça arrivait, oui, forcément que ça flatterait un réflexe de défense nationale et que cela servirait les intérêts politiques de Poutine et que cela servirait surtout sa volonté d'augmenter considérablement son effort de guerre, éventuellement de mobiliser, parce qu'il a une fenêtre d'opportunité. Voilà, il a une fenêtre d'opportunité. Alors pour parler de tout ça, que ce soit la guerre de communication, mais qu'on commence à bien connaître finalement, et puis dans un second plan, les véritables enjeux de ce qui s'est joué dans cet attentat terroriste, je suis très heureuse pour cela d'accueillir Jacques Beau. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous tôt ce matin pour répondre à toutes ces questions. Je rappelle rapidement que vous êtes ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, formé dans les services de renseignement justement américains-britanniques, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, L'art de la guerre russe, chez Max Milo. Alors, peut-être pour commencer, je ne sais pas si vous voulez commencer par la guerre de communication, justement, et ces extraits qu'on a entendus de journalistes et de députés européens qui disaient que c'était une opportunité pour les Russes, ou vous voulez commencer par les faits et ce qu'on sait ? Eh bien, tout d'abord, on peut réagir à ce que disent les politiciens français qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, se sont montrés des apologistes du terrorisme en réalité, puisque on sait que l'Ukraine a mené plusieurs attentats terroristes qui n'ont jamais été condamnés par ces gens, qui se prétendent pourtant défenseurs de nos valeurs et des droits de l'homme.
Ils n'ont jamais condamné ces attentats. Ils se réjouissent même, d'une certaine manière, que ces attentats soient passés contre la Russie ou des ressortissants russes à l'étranger. Donc, on est là avec des gens. Mais enfin, ils ne nous étonnent pas beaucoup parce que on a déjà entendu la même chose de leur bouche depuis bien longtemps. Ce sont des apologistes du terrorisme qui les dérange. Et par ailleurs, ce sont aussi les mêmes qui ont finalement créé, d'une certaine manière, le terrorisme qui a frappé même la France en réalité. C'est-à-dire. Euh, C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui se sont montrés très peu critiques. Vous savez, tous les attentats, et c'est d'ailleurs, là on entre un peu dans le vif du sujet à propos de cet attentat, tous les attentats de l'État islamique, je répète bien tous, ont été motivés par une et une seule chose, et ça se lit dans les revendications d'ailleurs, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs dans cette revendication, ce qui est intéressant, mais toutes les revendications de l'État islamique indiquent que la raison de l'attentat est liée aux interventions occidentales. Mm. Et, et c'est une constante de l'État islamique. Il n'y a pas, n'est-ce pas, c'est un État embryonnaire qu'ils ont créé dans le sud-est de la Syrie et à cheval sur l'Irak, mais qui avait suffisamment de problèmes déjà dans sa région pour essayer d'en attirer d'autres dans le reste du monde. Donc, qu'ils aient commis toutes les atrocités qu'ils ont commises dans la région où ils étaient, tout ça est une chose bien connue. Ils n'avaient aucune nécessité de, de s'attirer davantage d'animosité. En revanche, ce dont ils avaient l'objectif était de faire cesser les interventions occidentales qui limitaient ou tentaient de détruire ce qu'ils commençaient à créer en Syrie et en Irak. Donc, tous leurs attentats ont été motivés par ça et ils l'ont systématiquement dit. Nos médias ne l'ont jamais dit parce qu'il fallait évidemment que ça aurait condamné d'une certaine manière la politique de nos pays à l'égard du Moyen-Orient en général. Mais en réalité, quand on regarde toutes les revendications, j'en ai une collection absolument monumentale à la maison, enfin à la maison, dans mes dossiers, pardon. Euh, mais quand on regarde toutes ces revendications, elles ont tout un point commun, c'est cette condamnation ou cette volonté de faire cesser les interventions à l'étranger. Oui, Et parce que si je reprends, pardon, parce que c'est important ce que vous dites, sur le Bataclan, par exemple, nous, ce qu'on a entendu comme revendication, c'était la musique du diable, par exemple, ou alors sur Charlie Hebdo, c'était les caricatures. non, ça c'est ce que nous avons interprété, mais ça ne fait pas partie des revendications. Les revendications qui ont été exprimées ont toujours été sur nos interventions étrangères. Les caricatures ou le Bataclan, ils ont pris, d'ailleurs ils l'ont écrit eux-mêmes, hein, je n'invente strictement rien, ils ont écrit ça simplement de nouveau dans nos médias, y compris nos pseudo-experts sur le terrorisme, ne tiennent pas compte parce que soi-disant c'est de la propagande, donc on n'écoute pas du tout ce qu'ils disent. Mm. En réalité, les caricatures ou le Bataclan ou ce que vous voulez, ils choisissent les endroits, et passez-moi l'expression, mais c'est un peu leur terme, c'est ceux qui méritent le plus d'être tués. Donc, quand vous faites un attentat terroriste, il y a deux possibilités, grosso modo. Soit vous visez personne et puis vous tapez dans la foule. Hein, c'est les attentats qu'on a eus dans les années 90 en France, typiquement dans le RER, par exemple. Vous avez une bombe dans le RER qui frappe n'importe qui, vraiment n'importe qui. Ou bien, il y a l'idée que vous choisissez ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont offensé ou avec lesquels vous avez, d'une certaine manière, un contentieux, si vous voulez. Ça peut être une communauté. De nouveau, ça ne veut pas dire que ces gens soient directement responsables, mais ça veut dire que dans la perception des terroristes, ils ont fait une sélection. Alors, la sélection, elle n'est pas toujours très heureuse parce qu'évidemment, elle visera, par exemple, une communauté religieuse, typiquement l'hypercachère ou des choses comme ça, ou bien des gens qui ont fait par exemple, la publication des caricatures. Donc, le problème, s'ils avaient voulu se venger des caricatures, ils l'auraient fait bien avant. Donc, il s'agissait bien on veut faire un attentat et on choisit une cible qui est, ma foi, oui, ceux qui, passez-moi l'expression, qui est pas très heureuse, je le reconnais, mais qui exprime assez bien la logique
de ceux qui planifient l'attentat, ils choisissent ceux qui méritent le plus, entre guillemets. Oui. Et Alors, voilà. Et oui. Mais ça ne veut on pas dire a- de toute façon que là, on donne leur propre position. Ça ne veut absolument pas dire qu'on suit cette position, évidemment, hein. Ça permet Non, juste non, bien de entendu. comprendre Non, leur non, fonctionnement. Oui. il faut expliquer. De nouveau, Mm, c'est toujours la même chose. mm, C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, L'art de la guerre russe, comme j'ai écrit un livre sur la lutte contre le terrorisme djihadiste. C'est que pour combattre un problème, on est obligé de le comprendre. On est obligé de le comprendre honnêtement, pas en fonction de préjugés idéologiques qui vous donnent des filtres et qui vous empêchent de traiter le réel problème. Et c'est d'ailleurs exactement parce qu'on n'a pas réussi à traiter le réel problème. Rappelez-vous, après les attentats de 2015, on vous a dit que c'était la radicalisation dans les prisons, la radicalisation dans les écoles, la radicalisation partout. On a fait des centres de déradicalisation, on a fait toutes sortes de choses qui mm, n'ont donné strictement rien du tout parce qu'on a tapé à côté du problème. mm. On n'a pas adressé le vrai problème et c'est pour ça qu'en France, vous continuerez à avoir ce problème, vous continuerez à avoir des gens qui spontanément s'associeront le moment venu, lorsque l'occasion se présente, si un jour d'aventure la France se relance dans des opérations à l'étranger, vous retrouverez le même mécanisme qui se met en place parce que au lieu de résoudre le problème à sa racine, on le traite qu'en surface et vous aurez toujours en France des gens qui, d'une manière ou d'une autre, se trouveront en empathie Oui. avec ceux qui sont bombardés au Moyen-Orient, par exemple, ou bien en Palestine, ou bien ailleurs. Oui. En tout cas, c'est une parenthèse importante, sans aller jusqu'au fond, parce que sinon on va déborder sur ce qu'on voulait, notre propre sujet. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions aussi. Vous dites, on pourrait régler le problème autrement, mais on peut pas non plus traiter avec les terroristes de manière égale et leur dire, bah, vous voulez qu'on arrête d'intervenir ci et là, bon, arrêtons tout et comme ça vous êtes satisfait. Enfin, ça pose Non, aussi mais de la grandes question, questions. Oui. la question n'est pas là. La question, elle est qu'avant d'intervenir, on n'avait pas de problème avec eux. Mm, Vous comprenez? C'est exactement. Les Américains ont créé ce problème en commençant à attaquer en Afghanistan, puis en Irak. Et puis la France, dans un premier temps, a dit on va pas en Irak. Puis finalement, Hollande a décidé d'aller en Irak. mm, Mais il y avait pas de raison d'y aller. Il n'y avait aucune raison à ce mm, moment-là. mm. Absolument zéro. Donc, on a créé nous-mêmes cette situation où finalement, ben, on se bat face à face à des terroristes. Donc, et puis, de toute façon, avec le terrorisme, vous voyez, c'est la même chose qu'on a aujourd'hui avec la Palestine. Il y a un moment, il faut revenir un petit peu à la réalité. Les Britanniques ont traité avec des terroristes pour résoudre la question en Irlande du Nord. Mm. N'est-ce pas? Donc, et dans beaucoup de pays, regardez la Colombie, regardez beaucoup de pays où il a fallu traiter avec eux d'une manière ou d'une autre. Donc, si on ne prend pas le problème par le bon bout au départ, Oui. on est conduit à traiter avec des terroristes. Il ne s'agit pas de Mais même pour négocier. lutter contre Bachar al-Assad, on s'est allié avec des terroristes, nous-mêmes, officiellement. Alors, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, là, de nouveau, on entre un peu de plein pied dans le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque l'Ukraine utilise des combattants de l'État islamique, de l'ancien front Al-Nosra, etc., qui combattent sous le drapeau ukrainien. Oui. Et il semble d'ailleurs que au moins un des, alors, je dis il semble parce que tout cela mérite encore des confirmations, mais les éléments que nous avons aujourd'hui indiquent qu'un des terroristes capturés par les Russes à la suite de l'attentat de vendredi, eh bien, a fait un séjour en Ukraine et dans l'armée ukrainienne. Donc, effectivement, on est avec des liaisons très incestueuses qui ne se sont pas déroulées uniquement sous le drapeau ukrainien, il faut essayer de dire. Oui. Et c'est probablement d'ailleurs un des problèmes qu'il y a ici, que l'Ukraine est probablement une sorte de prétexte utilisé par d'autres pour être derrière cet attentat. Alors Et c'est pourquoi? pour Là, on ça- arrive au cœur du sujet. voilà. Pourquoi vous pensez ça?
Eh bien, d'abord parce que je reviens à la revendication, elle est intéressante. Je ne veux pas détailler, donner tous les détails ici parce que je ne voudrais pas que ça donne des indications et des idées pour recommencer. Hmm. Mais il y a beaucoup dans la formulation de la revendication qui a dit que ce n'est pas une revendication authentique de l'État islamique. D'ailleurs, ceci étant, vous remarquerez que ce n'est pas l'État islamique qu'ils revendiquent, hein. Ils font que reporter une information qu'ils ont reçue de l'extérieur, ce qui est intéressant aussi. Mais bref, euh, il y a C'est-à-dire, beaucoup- attendez, parce que là, c'est-à-dire, vous dites, c'est pas une vidéo de l'État islamique qui a revendiqué. la revendication, le texte de la revendication indique clairement qu'ils ont reçu une information extérieure. Donc, si vous voulez, l'État islamique dit, en substance, ils nous disent, on nous dit que l'État islamique a commis un Hmm. attentat. Bon, D'accord. voilà, mais c'est le texte qui a été publié, qui a été relayé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hmm. D'accord. Ce qui laisse supposer qu'effectivement, il y a une main extérieure qui s'est mêlée de tout ça. Les Américains, je rappelle aussi que les Américains ont publié ce qu'ils appellent un advisory le 7 mars, l'ambassade des États-Unis à Moscou, pour avertir les ressortissants américains qu'il pourrait y avoir un attentat dans des lieux de concert ou des lieux de grand rassemblement. Et le 7 mars est d'ailleurs la date où on observe qu'un des protagonistes de l'attentat est en sorte de reconnaissance justement au Crocus City Hall. Donc, il est probable que les Américains aient eu l'information qu'un attentat se préparait. Probablement que cet attentat visait à ce moment-là, puisqu'il parlait d'un attentat dans les 48 heures, Hmm. et cet attentat visait probablement le concert de Shaman, une vedette du rock russe, très connue en Russie, très populaire, et que cela devait se dérouler le 9. Mais apparemment, la reconnaissance effectuée le 7 n'a pas inspiré les terroristes et ils ont pensé que les mesures de sécurité qui avaient été prises en vue du concert empêchaient la bonne conduite de cet attentat et apparemment y ont renoncé. Enfin, ils ont renoncé momentanément ou ont déplacé leur affaire. Alors, juste on s'arrête sur ce point également. On va prendre le temps, hein. Je précise à tout le monde, on a encore beaucoup de choses à développer avec Jacques Beau, mais on va prendre le temps d'aller jusqu'au bout. Quitte à décaler légèrement, je préviens tout de suite ceux qui m'écoutent, les prochains invités. Juste sur ce point, vous dites l'ambassade américaine, et en effet, on a cette information, avait prévenu également ses citoyens. Les Américains avaient prévenu la Russie d'un éventuel drame à venir, enfin attentat à venir. Et là-dessus, Vladimir Poutine, lui, avait dénoncé des déclarations provocatrices ou une volonté d'intimider et de déstabiliser notre société. Je cite les mots de Vladimir Poutine. Est-ce que là, par exemple, il n'y a pas une erreur aussi du côté russe de ne pas vouloir prendre en compte ces alertes? Alors, l'alerte publiée par l'ambassade américaine parle d'un attentat dans les 48 heures. Alors, bon, l'attentat n'a pas eu lieu et effectivement, on peut se demander si la Russie n'a pas baissé la garde trop tôt ou ne s'est pas méfié suffisamment. Ceci étant, effectivement, il est très difficile, c'est un petit peu la même problématique qu'on a avec le 7 octobre 2023, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments d'information, mais ces éléments sont insuffisants pour déclencher quelque chose, parce que vous ne pouvez pas tout d'un coup. C'est la même chose que le 11 septembre 2001, d'une certaine manière, où on savait que quelque chose allait se passer, mais vous savez ni où ni comment, et quand vous avez des milliers de vols chaque jour, eh bien, ça devient très compliqué d'assurer le même niveau de sécurité dans tous les aéroports du pays, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la problématique du renseignement opérationnalisable. C'est-à-dire, c'est pas vous recevez une information comme quoi un attentat va se dérouler, ok, mais ça vous donne pas d'indication de quoi faire. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est essayer d'acquérir plus d'informations parce que les éléments que vous avez ne vous permettent pas d'avoir une action effective
pour prévenir l'effet. C'est très frustrant, mais c'est un peu la réalité. Vous imaginez si on annonçait aujourd'hui, par exemple, en France, un attentat terroriste dans un grand rassemblement, sans vous donner ni de date limite, ni de la nature de l'événement, mais on n'arriverait pas à sécuriser absolument tous les endroits où il y a des rassemblements, les salles de spectacle, les activités sportives, que sais-je, où il y a des rassemblements. C'est à peu près impossible. Donc, on est dans l'absence de renseignements opérationnalisables. C'est ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent actionable intelligence. Mm. Et c'est effectivement toujours un problème quand on fait du renseignement, c'est de savoir sur quoi on peut agir. Et quand on n'a que des informations vagues, le mieux qu'on puisse faire, eh bien, c'est simplement d'ouvrir les yeux davantage et d'observer. Alors, c'est peut-être ce que les Russes n'ont insuffisamment fait. Mais d'un autre côté, il faut aussi avouer que quand on a de très petites cellules qui évoluent, on est toujours plus intelligent après les événements, mais sur le moment, quand on a des individus qui sont totalement inconnus au bataillon, quand vous avez des cellules, et c'est peut-être pas pour rien qu'il y avait une cellule dite de l'État islamique qui aurait été interceptée à Moscou. Alors peut-être que les Russes se sont dit, ben, on a intercepté la cellule en question. Mais probablement, et apparemment d'ailleurs, ceux qui ont été engagés pour faire l'attentat de vendredi soir sont des gens qui en réalité n'étaient probablement pas des islamistes d'ailleurs. Puisqu'on les a engagés en leur promettant une rémunération, Oui, ce qui est très inhabituel chez les islamistes, puisque oui. les islamistes font ça par conviction et par démarche spirituelle d'une certaine manière, et non pas pour de l'argent. Et là, on a aussi, et on voit d'ailleurs on voit dans le comportement de ces terroristes après leur arrestation, on voit que ce sont des gens qui ne sont pas là pour être suicidaires, Oui. n'est-ce pas? Alors c'est justement des éléments, plus le fait qu'ils aient demandé cette rémunération qui est faible par ailleurs. Oui, elle est faible, mais de nouveau, tout ça ne veut rien dire parce que suivant l'origine du gars, eh bien, ça peut représenter une fortune dans son pays. Ce sont des Oui. choses, il ne faut pas les regarder de manière trop ethnocentrée. Ce qui est faible pour nous peut être très alléchant pour quelqu'un d'autre. Ça ne signifie pas grand-chose. Mmh. Mais, Oh, mais le, le- oui, le fait continuez, d'être oui. payé est un élément important parce que, comme on l'a vu, d'ailleurs, le processus de recrutement de ces terroristes, par conversation téléphonique, une personne anonyme qui les appelle et puis qui les convainc un peu par des réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout comme ça et que les autres attentats de l'État islamique ont été menés. On a un peu d'ailleurs, c'est la doctrine, si vous voulez, de l'État islamique, c'est de provoquer une sorte de génération spontanée, on pourrait dire, c'est-à-dire de lancer un appel global pour lutter en faveur de l'État islamique, mais c'est un appel général qui est lancé, et puis il est pris au vol, si vous me passez l'expression, par des militants ou des sympathisants ou des gens qui se sentent une communauté de vue avec le message, qui prennent le message au vol et qui s'organisent. Je vous rappelle, par exemple, les gars ceux qui avaient fait les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Et d'ailleurs, Koulibaly, dans sa vidéo, exprime très clairement, évidemment, personne n'a montré cette vidéo, donc les gens ne savent pas, mais il explique très clairement qu'ils se sont débrouillés eux-mêmes. Ils se sont prêtés de l'argent, ils ont loué une voiture, acheté une voiture. Enfin, j'attends. On est vraiment dans l'organisation un peu de briques et de broc, mais qui a un avantage opérationnel considérable, c'est que il n'y a pas de flux financier, si vous voulez. On se prête l'argent un peu de gré à gré, sans qu'il y ait des flux d'argent venant de je ne sais pas quel pays du Moyen-Orient. Et par conséquent, la chose passe totalement sous les réseaux radars. Et c'est Mmh. exactement d'ailleurs la raison pour laquelle il est très difficile d'identifier les auteurs d'un attentat, même si l'attentat a été annoncé d'ailleurs, parce qu'il passe totalement sous les réseaux radars. Alors là, on a quelque chose qui est un peu différent, puisque les terroristes ont été appelés et recrutés à distance par une source. Donc on n'est pas du tout dans le modus operandi
de l'État islamique. Donc, des assassins qui sont venus, qui seraient venus en tout cas du Tadjikistan. Donc, un pays qui Oui, est. Ouais. ce qui ne veut pas dire grand-chose, Ouais. puisqu'il est probable que ce sont des volontaires ou des gens qui étaient, ou en tout cas un d'entre eux qui était volontaire dans l'armée ukrainienne. Il est allé se battre là-bas pour des raisons qui lui sont propres. Et puis, probablement qu'il a eu des contacts. Et puis, c'est peut-être un effet de boule de neige. Là, de nouveau, je n'ai pas tous les éléments pour juger. Mais apparemment, on est un peu dans cette dynamique-là où il a recruté des amis, des collègues ou des co-religionnaires ou des compatriotes. Mais ce qui ne signifie pas que le Tadjikistan soit impliqué dans cette affaire. Alors, On est qui est impliqué? Alors, concrètement, vous nous dites ici, a priori, c'est sous faux drapeau, entre guillemets, pour utiliser cette expression qui était beaucoup reprise ici, par les uns et par les autres d'ailleurs. Euh, Si ce n'est pas véritablement l'État islamique, en tout cas vous dites vous ne pas reconnaître exactement le schéma, le modus operandi de l'État islamique, qui serait derrière ce faux drapeau? Quels sont vos éléments aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre d'éléments permettent de dire que probablement que lorsque les Américains disent qu'ils ne sont pas impliqués, c'est probablement en partie vrai. Je veux dire par là, actuellement, on voit que les Américains essayent de trouver une porte de sortie au conflit ukrainien et n'essayent pas de l'envenimer, Oui, contrairement aux Européens, notamment Macron et les Britanniques, qui pourraient bien être, enfin pas Macron lui-même, mais disons la France et la Grande-Bretagne pourraient bien être les bouteurs de feu dans cette affaire. Parce que les Américains, eux, essayent au contraire peut-être pas nécessairement de calmer le jeu à proprement parler, mais d'essayer de trouver une porte de sortie. Et on le voit notamment, on l'a vu avec les attaques menées par l'Ukraine contre les raffineries de pétrole, où les États-Unis sont intervenus, ont dit d'arrêter oui, oui, tout à de fait. Oui. frapper ça. Et donc, on voit que les Américains sont inquiets maintenant. N'est-ce pas? L'objectif des C'est leur Américains, élection. c'est leur élection. Et ils ont compris que la partie était perdue en Mm, Ukraine. mm. Il n'y a que des jeunes coqs à la Macron et à la Rishi Sunak qui pensent qu'on peut encore se rebiffer et puis faire encore de la guerre, peut-être Annalena Baerbock. Enfin, on est un petit peu dans cette mouvance-là de gens qui essayent de se battre à tout prix, mais sans avoir de réel objectif. Donc Les finalement, Américains les Américains n'ont pas leur intérêt, en tout cas si on prend chaque élément de ces cartes étalées devant nous, les Américains n'ont pas cet intérêt aujourd'hui. Vous dites, a priori, on ne voit pas l'intérêt direct de ce pays aujourd'hui à envenimer la situation, que lui-même a montré des éléments, et c'est sûr, on en avait déjà parlé sur plusieurs informations, dont ce fameux article du New York Times qui révélait toutes les bases américaines de la CIA. Si ça a été fait, c'est évidemment pour freiner le jeu et dire qu'ils se retournaient et commençaient à organiser la suite. Donc vous dites, si c'est pas ça, c'est peut-être plus le côté français ou le côté Grande-Bretagne. Alors c'est quand même très très fort et on va dire important en et termes de responsabilité de dire ce genre de choses. Donc quels sont les éléments pour vous? Y a-t-il des éléments solides? C'est-à-dire qu'il faut voir la chose suivante. Actuellement, on voit que l'Europe essaye de s'engager essaye de pousser la Russie dans une situation où la situation s'aggrave, qui justifierait une intervention euh, en- dans la région. Hmm. Et c'est un peu ça le cœur du problème. Et on essaye de pousser d'une certaine manière, pour simplifier, la Russie à la faute. Et c'est là où le problème vient. Alors, est-ce qu'il y a des forces à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui n'est pas non plus exclu, hein, parce que Volodymyr Zelensky a formellement démenti l'implication de Oui. l'Ukraine, mais on voit qu'il avait démenti aussi l'implication de l'Ukraine dans l'affaire de Nord Stream au tout début, parce que ça avait été évoqué au tout début de l'affaire. Et Volodymyr Zelensky l'avait démenti, et puis aujourd'hui, on revient, Oui. depuis maintenant près d'une année, on revient sur la responsabilité de l'Ukraine.
Mais là, d'ailleurs, Et- très récemment, là, c'est en fin de semaine dernière, la Pologne a reconnu qu'elle avait connaissance, que les Américains avaient connaissance d'un projet d'explosion de Nord Stream. Exactement. Et puis, on commence à avoir aussi, sauf erreur, la Pologne a déclaré qu'elle avait fourni des faux passeports ou qu'il y avait eu quelque chose dans ce goût-là. Enfin, maintenant, j'ai plus suivi l'affaire Mm. dans le détail parce que j'étais en déplacement, mais effectivement, on est. Donc, les choses se précisent, si vous voulez. L'étau se resserre un petit peu autour de l'Ukraine. Et avec la responsabilité de Zaloujny, bon, ça, ce qui me semble un peu fort, je ne sais pas, nous n'avons pas l'information, mais il semblerait que l'idée de faire porter le chapeau à Zaloujny a aussi un effet de politique intérieure, puisque Mm. Volodymyr Zelensky considère que Zaloujny serait son rival en cas d'élection ou bien s'il y avait une élection présidentielle ou des choses comme ça. Donc il le considère comme un rival politique ou en tout cas Mm. au niveau de la Oui, mais quels popularité. éléments concrètement pour pouvoir cibler ces responsabilités indirectes, évidemment, de la France et de la Grande-Bretagne dans cet attentat, Alors, je ne la cible. si ce n'est cette fenêtre d'exfiltration, comme on a vu, et ce lien avec l'Ukraine, qui ne montrait pas non plus que la hiérarchie au niveau ukrainien était au courant. Oui, alors effectivement, il y a aucun élément qui permet formellement de dire que la France est impliquée ou que ou que la Grande-Bretagne est impliquée. Mais quand on élimine un peu tous les candidats possibles, on arrive cette possibilité parce que, n'est-ce pas, il y a très peu de services occidentaux d'abord qui opèrent en Ukraine, ça commence par là, qui ont déjà aidé les services ukrainiens. On sait que les services ukrainiens, et notamment le renseignement militaire, le GOUR, qui est dirigé par M. Kirilo Boudanov, a un peu une vie indépendante au sein du système ukrainien et qu'il est en cheville avec les services occidentaux, notamment, alors certainement les services américains, la CIA, c'est une chose qui est démontrée, mais également les services britanniques et français. Donc, si on admet que les Américains sont peut-être un peu moins probables, restent les Britanniques et les Français. C'est probablement plus vraisemblablement les Britanniques parce qu'ils ont, semble-t-il, concernant l'affaire ukrainienne, un mordant un peu plus grand que les Français. Mais ça reste les candidats potentiels que je garderai si vous voulez, dans mon évaluation, mais de nouveau, il n'y a aucun élément concret qui le montre. Ceci étant, le fait, effectivement, vous avez mentionné qu'il y avait une fenêtre D'exfiltration. ouverte pour l'exfiltration de ces gens qui sont dirigés d'ailleurs, de manière assez étonnamment, directement vers la frontière ukrainienne, qui est quand même à 350 km de Moscou, ce qui est assez quand même éloigné avec des risques d'interception qui sont assez importants, surtout quand on utilise la même voiture et qu'on est les quatre dans la même voiture. Donc ça, voilà. Enfin, il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, d'erreurs, je dirais, tactiques, opérationnelles, qui ont facilité le travail des services russes. Toujours est-il que pour maintenir cette porte ouverte en Ukraine, il a fallu quand même des interventions quand même sérieuses parce que la frontière ukrainienne, elle a deux composantes, hein. Il y a le côté ukrainien puis il y a le côté russe. Donc quand on ouvre une porte, là, ça veut dire que la porte s'ouvre des deux côtés. Mm. Qui pose d'ailleurs des questions qu'il Côté russe. faudra Oui. du côté russe, bien Oui, entendu. mais ça répond aussi à cette question. On se dit, finalement, la hiérarchie côté ukrainienne n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Il peut y avoir Tout à fait. et tout comme en Russie, a priori. Enfin, ça peut s'être fait à un autre niveau qu'au niveau au sommet de l'État. Tout à fait. Mais il peut y avoir en tout cas des réseaux qui se sont organisés entre la Russie et l'Ukraine. Et vous tirez même cette ficelle jusqu'à la France ou la Grande-Bretagne. Alors, deux questions encore à ce sujet. Bon, évidemment, beaucoup de choses à dire. Et encore une fois, là, l'idée est de se dire qu'il y a probablement une responsabilité indirecte ou quelqu'un qui a poussé à l'acte côté européen, mais on est là que dans des On est dans suppositions. l'hypothèse.
Dans On est des dans les hypothèses qui permettent de comprendre ce qui se passerait. Euh, je voudrais deux questions. Première, est-ce que vous verriez un lien sur le fait que le président Obama avait justement rendu visite à Rishi Sunak la semaine dernière, comme justement vous voyez en lui peut-être un potentiel allumeur de flammes, je vais dire. Et puis deuxième chose, est-ce que vous verriez un lien avec la CIA, comme ça a pu être beaucoup dit? Et je rappelle d'ailleurs que Donald Trump lui-même en 2016, dans un discours que je voulais vous passer, puis j'ai pas eu le temps de découper cet extrait, juste avant d'être élu président, rappelait que Obama et Hillary Clinton étaient les fondateurs d'ISIS. Et voilà, je pourrais passer l'extrait ou mettre la vidéo à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous voyez un lien là, ou est-ce que ça c'est justement des erreurs d'interprétation? Non, alors ce que Donald Trump dit est faux. Ce ne sont pas les créateurs de l'État islamique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Américains, mais pas de nouveau, pas seulement les Américains, les Français également, puisqu'ils étaient sur place et ils étaient partie prenante dans le conflit en Syrie, ils ont laissé grandir l'État islamique. Et ils l'ont laissé grandir parce qu'ils prévoyaient, c'est de nouveau, je n'invente strictement rien, ça a été déclaré par John Kerry lui-même. John Kerry a déclaré: nous avons laissé grandir l'État islamique parce que nous pensions que c'était une menace contre Bachar al-Assad. Hmm. Et les frappes menées, et d'ailleurs on a la cartographie des frappes menées à l'époque par les Français et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a la Belgique, etc., qui étaient aussi impliqués, les Hollandais également, les États-Unis. Quand on regarde les frappes, on s'aperçoit que l'État islamique n'a été combattu que lorsqu'il s'attaquait aux Kurdes, mais il n'a jamais été combattu lorsqu'il était du côté syrien. Pourquoi? Hmm. Parce on pensait que l'État islamique se développerait, et lorsque l'État islamique a atteint Palmyre, d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché l'intervention russe. Et ce sont les Russes qui finalement sont les vrais destructeurs de l'État islamique, parce que les Russes, quel que soit l'endroit où était l'État islamique, qu'ils étaient contre les Kurdes, etc., les Russes ont combattu Hmm. l'État islamique. En fait, ce serait une alliance d'opportunités qui a C'est pu pas seulement exister. ça, Ouais. John Kerry l'explique et il dit: c'est nous qui avons en fait créé les conditions pour l'intervention russe. Et le financement Le de. financement, c'est autre chose. Là, Hmm. on est sur autre chose. Le financement de l'État islamique. Vous savez, on a toujours l'impression il faut toujours des grandes interventions et Hmm. gros flux financiers, alors que, en réalité, l'État islamique, c'est beaucoup, j'allais dire presque autofinancé d'une certaine Hmm. manière, parce Hmm. que il y avait un système d'imposition dans la région où il était. Alors que les gens n'étaient pas tous très favorables à ça, c'est très probable. Et puis on aura sans doute un peu forcé la main quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certainement des éléments de financement, mais il y avait tellement de mouvements de résistance, y compris Hmm. des mouvements sunnites, ultra religieux et proches du salafisme, etc., et qui étaient là, que le financement et puis le potentiel humain n'étaient pas très compliqués. Ce qui a contribué très largement à la dissolution de l'État islamique, c'est que les frappes, notamment russes, ont été telles que les combattants de l'État islamique se sont convertis, entre guillemets, dans d'autres groupes salafistes comme l'ancien groupe Al-Nosra et d'autres encore qui sont dans la région aujourd'hui, de la région d'Idlib, qui est finalement une zone protégée par la Turquie, hein, dans la région d'Irbil et tout ça. Pas d'Irbil, qu'est-ce que je raconte? D'Idlib, pardon. Et c'est d'ailleurs de cette région que viennent beaucoup de combattants qui sont allés rejoindre l'Ukraine. Donc, les gens n'ont pas changé de motivation, si vous voulez, ils ont simplement changé de drapeau parce que
ils sont allés dans des groupes qui étaient moins ciblés que Mm. l'État islamique. C'est aussi simple que ça. Et ça a été identifié déjà dans les années 2016-2017. Donc, tout ça est très connu. Cette espèce de... C'est pas un changement de... C'est pas, nous, on est assez rigoureux dans notre appréciation. On dit l'État islamique, c'est un truc qui est indépendant, et puis on ne voit pas de passerelle possible avec d'autres groupes. Mais en réalité, ces groupes, ils ont des noms différents. Ils sont en rivalité sur le terrain, mais ils ne sont pas ennemis sur Mm. le terrain. Mm. Et donc, les combattants peuvent très bien passer de l'un à l'autre, et c'est un phénomène qui a été très largement observé en Syrie. Alors, une Donc, dernière question, Jacques Beau, parce qu'on arrive vraiment à la fin, j'ai déjà largement dépassé le temps. Je voulais vous faire écouter un extrait de Julian Assange qui explique qu'il a en sa possession, et il le montre à l'antenne dans une interview, qu'on va voir, un courriel d'Hillary Clinton qui, lorsqu'elle était au pouvoir à la Maison-Blanche, indique qu'elle savait parfaitement que Daesh était financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Si vous pouvez nous donner une dernière réaction et votre conclusion finale à tout ça. In terms of the foreign policy of the United States, that's where, for me anyway, where the emails are most revealing, where they show the direct connection between Hillary Clinton and the foundation of jihadism, of ISIL in the Middle East. Can you talk something about that? How the emails demonstrate this connection between those who are meant to be fighting the jihadists, ISIL, are actually those who have helped create it. There's a early 2014 email from Hillary Clinton, so not so long after she left Secretary of State, to her campaign manager, John Podesta. That email, it states that ISIS, is funded by Saudi Arabia and Qatar. The governments of Saudi Arabia and Qatar. Now, this is I think this is the most significant email in the whole collection. And perhaps because Saudi and Qatari money is spread all over the place, including into many media institutions. All serious analysts know, even the US government has mentioned or agreed with that some Saudi figures have been supporting ISIS, funding ISIS. But the dodge has always been that's it's just some rogue princes using their cut of the oil money to do whatever they like, but actually the government disapproves. Voilà. Rapidement, si vous pouvez réagir à ça et puis nous donner donc le mot de la fin pour cette analyse, en tout cas sur ce qui se passe et ce qui s'est passé à Moscou. Enfin, près de Moscou. Oui, alors effectivement, on sait qu'il y a de l'argent qui vient, mais l'argent passe un peu très facilement au Moyen-Orient. Dès lors qu'il s'agit de soutenir un mouvement, il ne faut pas oublier que la Syrie, soutenir l'État islamique, nous on le voit comme étant une activité pour elle-même, alors que dans la constellation de l'époque, soutenir un groupe qui combat typiquement Bachar el-Assad ou l'Iran ou des choses comme ça, on est dans les jeux Stratégique. d'échecs en quelque sorte. Et c'est exactement d'ailleurs pour la même raison. De nouveau, quand John Kerry dit qu'ils ont favorisé, non pas créé, mais favorisé l'expansion de l'État islamique, on est de nouveau dans la même dynamique. Vous comprenez? On est dans des jeux de billard à deux ou bandes, et puis on essaye de favoriser l'un pour déstabiliser l'autre. On est exactement là-dedans. Oui. En fait, tous les pays jouent un peu ce jeu-là, quoi. Tous les pays avec des alliances d'opportunités qui ne sont pas forcément très officielles ni très propres. Ni très propres. Effectivement. Donc, je ne pense pas qu'Obama et la rencontre d'Obama avec Rishi Sunak, puisque c'est ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, ne soit en lien avec ça. En revanche, un élément qu'il faudrait peut-être creuser davantage, à mon avis, et qui m'indique d'ailleurs que la responsabilité des Américains est probablement un peu moins grande que ce qu'on imagine dans cette affaire, c'est la démission de Victoria Nuland. Oui. Et il y a probablement une raison, et d'ailleurs, on observe beaucoup Elle avait annoncé d'ailleurs que Vladimir Poutine aurait des surprises désagréables, et il est probable que ce soit en relation avec ce phénomène qu'elle ait dû démissionner, et c'est probablement, je rappelle qu'elle a démissionné le 5 mars,
et que le 7 mars, les Américains annonçaient un problème possible à Moscou, il est possible qu'il y ait là une relation de cause à effet Bon. et que Victoria Nuland ait déclenché une mécanique, pas nécessairement avec les services américains d'ailleurs. Hmm. Et c'est pour ça qu'on revient aux services, d'autres services occidentaux, peut-être les Britanniques ou les Français, dans cette affaire. Parce que, et avec les services peut-être ukrainiens. Donc on est, de nouveau, on est au niveau des conjectures actuellement, il Oui. faut clairement dire. Oui. Il n'y a aucun élément qui permet de porter des accusations directes, mais c'est des scénarios que personne n'a évoqués. Oui. Et puis, Et évidemment, qu'il faut on essaie- accepter de regarder en face. Évidemment, encore une fois, on n'est que dans les conjonctures. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant d'ailleurs, hein, sur le Nord Stream, avec toutes les révélations qui sont faites récemment et qui vont plutôt dans le sens de vos conjectures plus que dans celles qu'on entendait sur les plateaux télé, eh bien, ça permet de se dire qu'on a le droit d'analyser aujourd'hui ce qui se passe honnêtement, ce qui s'est passé à Moscou. Merci beaucoup, Jacques Beau. Je rappelle votre livre, L'art de la guerre russe.